Première question pour vous, Fabien Gay. On voit la difficulté des syndicats à trouver une unité pour fédérer les mécontentements. Comment l'expliquez-vous? Non, mais il ne faut pas dire ça. Il y a beaucoup de grogne sociale et une colère sourde dans ce pays. Et il faut bien qu'on soit attentif à ce qui est en train de se passer. Et depuis que l'élection du nouveau président, la colère ne s'est pas tue et elle ne fait qu'enfler. Parce qu'on ne répond pas aux attentes populaires. Et il y a beaucoup de contestations qui se déroulent. Il y a demain une journée intersyndicale sur la question des fonctionnaires. Le président avait dit, vous inquiétez pas, on va augmenter le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et puis, il y a la hausse de la CSG, il n'y a pas le dégel du point. On parle maintenant de la remise en cause du jour de carence. On va revenir sur la table. On annonce 120 000 fonctionnaires en moins sur 5 ans dans les 3 fonctions publiques. Il faut maintenant dire où c'est qu'on va les prendre. C'est moins de professeurs, c'est moins de policiers, c'est moins de gendarmes, c'est moins dans la justice. Il faut que maintenant on flèche, parce que quand on dit il faut l'austérité, et puis en même temps, il faut plus de sécurité, par exemple. Là, on voit qu'il y a un écart entre ce qui se dit et puis les actes. Et donc, demain, il y a une journée intersyndicale. Et puis ce soir, je sais qu'à Montreuil, les syndicats vont se réunir tous ensemble pour trouver des prochaines actions. Il y en a déjà eu le 12, il y en a eu le 21. Il y en a beaucoup qui se développent dans ce pays. Et je suis sûr qu'il y aura... C'est aux syndicats, hein, nous on ne donne aucune leçon, moi je ne donne aucune leçon, c'est les syndicats et les salariés à construire leur lutte, mais je sais qu'ils se réunissent ce soir et vraisemblablement ils ne vont rien lâcher sur la question de la loi travail parce que c'est un coup d'État social et en même temps il y a un mépris de classe extraordinaire. On l'a vu encore dans les déplacements du président Macron et ça fait beaucoup de dégâts chez les salariés. Ouais, Marie-Noëlle Lienemann, intersyndicale demain, unité syndicale demain, mais sur les ordonnances, c'est un peu plus partagé. Sandra Cerquera nous l'expliquait, et Stéphane Amalian également. On voit que Force ouvrière et la CFDT ont du mal à rejoindre les positions de la CGT, même si on sait effectivement qu'il y a cette réunion ce soir au siège de la CGT à Montreuil. Alors d'abord, notons que demain, il y a une unité syndicale très large, et que d'ailleurs, au-delà de l'unité syndicale, la plupart des partis et mouvements de gauche et écologistes appellent leurs adhérents à soutenir cette initiative, à participer à ces rassemblements et ces manifestations, en particulier le Parti socialiste, qui depuis quelque temps ne manifestait plus beaucoup. Donc là, on le voit parce que c'est notre modèle républicain qui est en cause. L'affaiblissement de la fonction publique, vous avez à juste titre parlé du nombre de postes que l'on veut supprimer. Au passage, je note que contrairement à ce qu'on nous raconte, il n'est pas vrai que sur les mêmes missions, il y ait plus de fonctionnaires en France que par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni. Mais deuxièmement, on a le problème du pouvoir d'achat et on voit que derrière le pouvoir d'achat des fonctionnaires, la mise en cause du niveau des salaires dans ce pays et des primes est une grande préoccupation parce qu'il y a quand même une tendance à la chute ou au moins à la non-évaluation du pouvoir d'achat. Et troisièmement, il y a la question des ordonnances. Il y a eu quelques avancées, notamment Marie-Noëlle Lienemann, on se souvient de cet accord qui a été trouvé la semaine dernière avec les routiers, justement, pour sauver les primes. Loi travail. La loi travail, il n'y a pas une organisation syndicale qui est pour. Il n'y en a pas une. J'ai entendu encore M. Berger nous expliquer qu'ils étaient contre ces ordonnances. Qu'ils considéraient ils ne demandent pas le retrait et ils ne veulent pas aller dans la rue. Il ne va pas être dans la rue. Par contre, il demande à ce que des applications... Et le cas des routiers, c'est typique. D'ailleurs, la CFDT a été relativement en pointe aussi là-dessus. Le cas des routiers, ils se sont rendus compte des effets concrets que ça va avoir sur mes remises en cause. Mais ils ont obtenu gain de cause, Marie-Noëlle Lienemann. Ils ont obtenu gain de cause par dérogation. Pourquoi ils ont eu dérogation? Parce qu'on sait bien que quand les routiers protestent, ils ont une certaine capacité de nuisance et de blocage du pays. Mais on voit derrière cette expérience que les métiers, les emplois dans les PME, dans les services où il y a moins de protection collective et où par ailleurs, si les gens font grève, ça a moins d'impact économique et social, ils vont avoir les mêmes conséquences. L'exemple des routiers nous montre l'aberration de ces dispositions et la nécessité à minima sur ces sujets-là, c'est-à-dire les accords de branche sur les primes et non pas des accords d'entreprise. Il faut revoir complètement la copie. Moi, je suis pour le retrait, mais je pense que ce soir, il va y avoir entre les organisations syndicales la nécessité d'une mobilisation pour que les lignes bougent. Alors moi, je sais que pour qu'elle bouge beaucoup, le leader de FO moins, mais en tout cas, il faut qu'elle bouge. Ouais. Peut-être avec vous, Catherine Procaccia. Comment jugez-vous l'action du gouvernement? Est-ce que vous diriez qu'il est sourd, ce gouvernement, à la colère, à la grogne sociale actuellement? On ne peut pas dire qu'il soit sourd alors que la grogne sociale commence.
et je ne défends pas le gouvernement, mais j'ai été quand même relativement surprise pendant tout l'été de voir que les syndicats étaient plutôt tranquilles, bougeaient beaucoup moins qu'à l'époque de la loi El Khomri. Là, c'était quand même clair, c'était des ordonnances, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas le texte de loi, on ne savait pas le contenu, et finalement, tout le monde avait l'air d'être dans l'attente. Alors, est-ce que c'était l'été? On peut se poser des questions. Mais en tout cas, c'est un petit peu... que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de concertations aussi. Oui, c'est un peu surprenant que d'un seul coup, maintenant, il y ait tous ces mouvements, alors que par le système même des ordonnances qui modifient le Code du travail, c'était ça qu'il fallait contester avant, puisqu'il n'y a plus de maîtrise. Alors, savoir s'il est sourd... attendons de voir. En plus, moi j'estime que c'est pas dans la rue qu'on doit passer son temps à contester tout, sinon on n'avancera jamais. Et s'agissant de la journée de demain qui concerne les fonctionnaires, Marie-Noëlle Lienemann le disait, pourquoi les fonctionnaires qui finalement n'ont pas de problème d'emploi et autres, vont-ils avoir une force et se faire entendre davantage que le salarié du privé, du PME et autres qui ont des soucis? Quand il y a des mesures, ces mesures, elles doivent s'appliquer à tout le monde, qu'on soit fonctionnaire, le gel ou de qu'on soit... oui, mais le gel des salaires... public, c'est pas dans le privé que ça peut avoir lieu. Bien Il s'agit sûr, de pas créer de on postes, embauche, supprimer des postes on dans le public, ça peut pas... on n'embauche pas forcément dans le privé. Donc moi, Mais je là, ne on suis pas supprime. pour deux poids et deux 120 000 en mesures. 5 ans, hein. On prend... on ne remplace pas les gens qui partent en retraite. Mais où? Il faut dire où, maintenant. Juste, pardon. Laissez-moi finir. Oui. Donc, Merci, Jean-Michel. pour moi, les mesures en matière de droit du travail, elles doivent s'appliquer à tout le monde et pas de façon catégorielle pour un tel et pour d'autres. Ouais. Jérôme Bignon, quel regard portez-vous sur la manifestation de demain et aussi cette réunion entre les syndicats ce soir? Est-ce que vous pensez finalement que la contestation contre les ordonnances touche à sa fin? Ça, je ne suis pas prophète, donc j'aurais du mal à le dire. Ce que j'observe, c'est que le pays a du mal à se remettre des 5 ans qu'on vient de passer. Ça, c'est quelque chose, et le pays est très secoué des 5 ans calamiteux qui viennent de se passer. On vit les conséquences de ces 5 ans. Vous pouvez me Et peut-être, oui. Enfin, les 5 ans dernières n'ont pas été bonnes, ni pour l'emploi, ni pour la dette. On voit le nombre de projets qui sont bloqués parce qu'ils n'étaient pas financés. Donc, je crois qu'il faut comprendre. En même temps, il faut comprendre les gens qui sont mécontents. Donc il y a une espèce de mouvement bizarre qui est en train de se produire dans le pays. Comme le dit très bien Mme Procaccia, cet été, on n'entend parler de rien pendant que les ordonnances sont en cours de discussion. C'est le cas de l'été. Oui, mais c'est pas normal. Quand on n'est pas content, on ne fait pas une pause d'un mois. Mais enfin, arrêtez, pendant le mois d'août, ça a été fait Tout va exprès, bien, monsieur bien sûr. Bignon. Il ne faut pas nous prendre pour des niais. Allez-y, continuez, Ça a été Bignon. fait l'été Bon, pour que bref. justement il y ait pas de mouvement. J'ai essayé de ne pas vous interrompre. Allez-y. Je dis ce que je pense puisqu'on me le demande. Je pense mais cela dit, le principe que les gens se réveillent en disant finalement c'est pas bien, etc. Le droit de manifester est un droit constitutionnel qui me paraît pas devoir être mis en cause. Faut pas faire que ça. Faut discuter. Ce que le gouvernement avait essayé de faire pendant la préparation des ordonnances. On a eu l'impression effectivement que le dialogue avait été positif. Bon, il semblerait qu'il ne le soit pas ou qu'il n'ait pas été compris par les différentes instances syndicales ou à l'intérieur même des instances syndicales de la même façon. Qu'il y ait du mécontentement, de l'inquiétude, etc. Ça me paraît légitime. On a 2000 milliards de dettes. On a un nombre de chômeurs qui, même si les choses sont moins mauvaises, n'a pas diminué. Tout ne va pas si bien dans le pays. Le climat, etc., etc. Quand on regarde toutes ces choses-là une par une, il y a une inquiétude légitime. Alors le gouvernement, il y a 5 mois qu'il est là, il ne peut pas avoir tout rétabli. Il essaye à sa façon d'y arriver. Il y a des gens qui sont favorables et qui marchent avec lui, d'autres qui regardent de façon circonspecte et d'autres enfin qui contestent systématiquement. Bon, voilà, moi je regarde plutôt de façon circonspecte, prudente, mais je pense qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. La façon d'avancer sur la réforme du Code du travail me paraît avoir été une bonne méthode. Maintenant, il faut voir comment ça va se mettre en application. Sur le reste, c'est vrai que les fonctionnaires ont des raisons légitimes d'être inquiets. Moins de fonctionnaires, ça veut dire moins d'emplois pour les fonctionnaires, moins de services pour les Français. Mais il y a une vraie question qu'il faut avoir en permanence dans la tête sur ces sujets-là. Est-ce que notre pays peut vivre le train de vie qu'il vit ?
est-ce que notre pays peut continuer Oui, c'est largement à Fabien avoir Gay. des défenses, une défense de première qualité, avoir une santé de première qualité, avoir une éducation de première qualité, alors que des gens sont en difficulté pour se nourrir, les banques alimentaires croulent sous les demandes. Les gens ne sont pas logés comme ils devraient l'être, le logement insalubre est dans une situation extrêmement difficile. Fabien Gay, on sait qu'hier, il y avait ce séminaire gouvernemental à Matignon où on voit clairement l'exécutif qui tente de mettre un petit coup de barre à gauche pour peut-être mettre en avant davantage les mesures sociales. Est-ce que ça, vous pensez que ça va permettre justement de faire baisser la contestation ? Non, mais moi, je ne suis pas thermomètre. Et c'est les gens, c'est les salariés, c'est les citoyens qui vont décider avec leurs syndicats là où ils placent la barre de la contestation sociale. C'est pas 5 ans qu'on a les gens morflés. C'est depuis les 30 dernières années. Il y a une accélération sur les 10 dernières avec le quinquennat d'abord de Nicolas Sarkozy et malheureusement que François Hollande a prolongé. Dans ce pays, il y a 3,5 millions de mal logés. Il y a 6 millions de chômeurs. Il y a 9 millions de pauvres. Voilà où nous en sommes. Et il y a une colère sourde, terrible, qui est en train de monter. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne l'entendent pas et ne l'écoutent pas. Moi, j'habite à Blanc-Ménil. Vous savez, le premier jour où j'ai été élu, le lendemain, mon voisin m'a dit « Mais tu pars où comme ça, habillé ?» Je dis « J'ai été élu au Sénat. » « Quoi ? Un mec comme toi élu au Sénat ? » « Oui. » Et il me dit « Tu sais, dis-leur une chose. Nous, on a besoin des 5 € d'APL. Et ici, à Blanc-Ménil, on n'aura jamais un yacht, on n'aura jamais des lingots d'or planqués en Suisse. » Et ça, c'est terrible, ces premières mesures. Et aujourd'hui, quand je vous entends discuter, ce que vous dites, est-ce qu'on peut continuer à maintenir ce train de vie ? Est-ce qu'il faut rembourser à 100% les médicaments ? Mais aujourd'hui, il y a un chiffre terrible qui est tombé la semaine dernière. C'est pas dans l'Humanité, qui est un très bon journal, c'est le Figaro Magazine qui l'a dit le week-end. Vous savez combien ? 300 milliards d'euros planqués dans les paradis fiscaux. 300 milliards d'euros, dont 150 milliards d'euros sont détenus par 3000 familles en France. Elle est là le nœud du problème. De l'argent, de l'argent, il en existe beaucoup dans ce pays. On en produit beaucoup. C'est le président des riches, Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites ? Oui, aujourd'hui, c'est le président des riches. On fait des choix quand on décide. Et c'est évidemment, c'est symbolique, mais 5 € de moins dans un foyer ça fait 60 € par an, quand on a du mal à boucler les fins de mois, qu'à partir du 15 du mois, on ne sait pas comment on va nourrir les gosses, oui, ça fait mal. Et dans le même mouvement, quand on dit c'est les yachts, c'est les cheveux courts. Et donc, on voit bien les efforts qui ont été faits, notamment je reviens au séminaire d'hier. On ne peut pas dire qu'il y a des efforts, et les gens ne vivent pas comme ça en tout cas. Du gouvernement pour mettre en avant l'action sociale avec justement, on sait qu'Emmanuel Macron recevra les partenaires sociaux jeudi. Il va y avoir des annonces sur la formation professionnelle, l'apprentissage, sur la réforme de l'assurance chômage. De toute façon, ça donne pas. Enfin, je m'excuse, tout ça, c'est relativement du vent. Pour une raison d'abord simple, c'est que les quelques avancées, par exemple d'actualisation de quelques minima sociaux, c'est epsilon par rapport aux dépenses et qui sont les économies qui sont octroyées par la baisse de l'ISF, par toute une série d'avantages fiscaux donnés aux entreprises. À ce propos, il est passé assez inaperçu le rapport de bilan du fameux CICE. Vous vous rappelez, on a quand même fait 43 milliards d'aides aux entreprises qui devaient nous permettre de créer des emplois, d'investir, etc. Bilan des courses, on se rend compte qu'il y a très peu d'emplois qui ont été créés. Et puis alors, quand on prend la somme par emploi, c'est des montagnes. Que par ailleurs, il y a peu eu d'efforts d'investissement, de modernisation. Ça, c'était sous le précédent quinquennat. Je dis que donc des marges de manœuvre, mais j'ai toujours contesté ça, des marges de manœuvre, il y en a. C'est-à-dire de reprendre une philosophie qui est de dire, bien sûr, aidons les entreprises qui investissent, qui veulent se moderniser, accompagnons les créations d'emplois, mais on donne des aides sous conditions et en ciblant ces aides, et pas en gaspillant de l'argent, parce que cet argent, 41 milliards, c'est bien plus important que les avancées sociales. Il aura du mal à se débarrasser de cette étiquette de président des riches, Emmanuel Macron. Oui, et puis surtout, c'est un président qui ne joue pas, redonne pas confiance au pays. Quand vous accumulez
social, on a parlé de l'APL, quand vous accumulez la suppression des contrats aidés, à supposer même qu'ils ne soient pas tous opérationnels. Ce que je veux bien croire, qu'il faille faire plus de formation, ce que je veux bien croire, en quoi les supprimer répond à cette question. Il fallait au contraire mettre de la formation, cibler mieux les critères, accompagner mieux les personnes en difficulté lourde. Donc il fait de la provocation en permanence en direction des catégories les plus modestes, les plus fragiles, et même la fonction publique. Moi, je veux bien qu'on nous explique la fonction publique française. Je le rappelle, quand vous faites le ratio pour les fonctions similaires, c'est-à-dire, par exemple, on compare les chiffres. Alors, on nous dit, il y a plus de fonctionnaires qu'en Allemagne. Oui, sauf qu'en Allemagne, il n'y a pas d'école maternelle, il n'y a pas de crèche publique, etc. Donc, quand il y a eu des comparaisons internationales sur les missions classiques de l'État, nous sommes au même niveau que les Allemands et que le Royaume-Uni. Et si on en supprime 120 000, on va être en dessous. Regardez l'état de l'hôpital public. Tout le monde le sait. Le mécontentement n'est pas seulement des fonctionnaires, mais de la qualité de nos services publics. Et donc ça, c'est fondamental pour le modèle républicain. La parole, républicain. Catherine Procaccia, Oui, mais on a l'impression, quand on vous entend, qu'il n'y a jamais eu le quinquennat d'avant et il y avait zéro chômeur quand Macron a commencé. Mais il empire les choses. Il empire les choses. Il est là depuis 5 mois. Il n'a pas pu les empirer beaucoup, puisqu'il y a une espèce de... Non, il y a une inertie, Mme Lienemann, vous connaissez ça par cœur. Il y a une inertie du pouvoir avant que les cabinets se mettent en place, que les choses se mettent en place. Moi, je ne suis pas chargé de le défendre. Je suis extrêmement indépendant. Ce que je voulais dire, non, pas du tout. Non, je suis assez libre. Je conçois que les 5 euros de l'APL, la suppression, vous en avez oublié un, je vais vous le donner. Ce sont des erreurs de communication, c'est un problème de pédagogie, selon vous, de l'action du gouvernement. Le PTZ en zone rurale, je trouve que c'est absurde et ça n'a pas de sens par rapport aux besoins. Mais en même temps, vous avez dit très justement que le CICE s'est révélé une catastrophe. Vous n'avez pas dit qu'on a réussi chez Whirlpool à trouver un repreneur, à mettre de l'argent public intelligemment. C'est la loi Hollande qui oblige à rechercher un repreneur. Donc tout n'était pas non plus... Non, mais enfin, on l'a trouvé. Bien sûr, mais de toute façon... Est-ce que c'est un problème de pédagogie, de communication de la part du gouvernement aujourd'hui ? Il faut être capable de s'ajuster. Pour l'instant, c'est pas ajusté, c'est clair. Il y a encore des erreurs de casting, il y a des erreurs d'emploi du temps, des erreurs de communication, mais progressivement, il faut que les choses puissent se mettre en place. Alors on va voir, le vrai verdict, ça va être quand la loi de finances va être votée et qu'elle va entrer en application. Moi, je suis pas aussi sévère que vous, mais vous êtes dans votre rôle. Moi, je suis plus indépendant dans mon regard, donc je dis les choses, mais je pense qu'il y a des opportunités d'avancer dans la bonne direction. Il faut essayer de les aider. Est-ce que c'est uniquement lié à un problème de communication, au manque de pédagogie dont fait part l'exécutif, selon vous, cette situation ? Il est clair que les annonces, en règle générale, de ce gouvernement, elle tombe toujours très peu à propos. Quand il remet en cause l'armée la veille du 14 juillet, quand on annonce les APL, la baisse de 5 euros des APL, alors qu'on annonce d'autres mesures, que là, on sort des lois. Et quelquefois, ils font des annonces qui ne se justifient absolument pas, et particulièrement dans le temps. Donc, je croyais que M. Macron, pour moi, il a été élu grâce à la communication et grâce aux médias et pas à autre chose. Eh bien, en tout cas, il gère plus du tout ça. Et je trouve qu'il fait, en matière d'annonce, lui et son gouvernement, catastrophe sur catastrophe. Parce que annoncer une mesure comme les APL qui pourrait survenir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, est-ce qu'on a besoin de le faire à un moment comme celui-là ? Donc, il met le feu aux poudres. Alors, est-ce que c'est une stratégie ? J'en sais rien. Est-ce que la stratégie est de dire aux Français, vous voyez, je veux changer les choses et je mets tout le monde dans la rue ? C'est un homme qui a été élu grâce à la communication. Est-ce que c'est de la communication et une façon de gouverner ? On sait bien que Hollande, il balançait des sondes et quand il y avait des réactions, il retirait. Alors, est-ce que c'est une méthode ? J'en sais rien. Je ne connais pas assez M. Macron. Est-ce qu'on pourrait attendre de nos présidents qu'ils fassent autre chose que de la com pour eux ? En tous les cas, cette semaine, il va y avoir quand même un plan étudiant, un plan pauvreté. Emmanuel Macron met quand même un peu un cap à gauche
poche, vous diriez Me ça, Marina plaisanter. Lieberman? Des plans étudiants, quand on voit l'état du budget, parce qu'on connaît le budget, il y a que des restrictions, il n'y a pas du tout de mise en valeur de dépenses qui permettraient de remonter le niveau du nombre d'élèves. Insuffisant, vous dites. Etc. Donc, il n'y a pas de stratégie, parce que sa stratégie, c'est rentrer dans le moule des 3% et de Bruxelles. Et après, vogue la galère, on verra, des jours radieux seront devant nous. Ben non, ça ne marchera pas comme ça. Déjà, Hollande a essayé de faire ça. Ça n'a pas marché. Lui, il essaie de faire... Deuxièmement, il est plus libéral encore que Hollande. Il nous fait du Thatcher et du Blair à 30 ans plus tard. C'est-à-dire quand on sait que donc ça rien ne ne marche trouve pas. grâce à vos yeux, ces plans pauvreté qui sont annoncés. Je dis pas rien. J'ai voté, par exemple, la loi sur la modernisation de la vie publique, la moralisation. Ouais, mais c'est bon, des elle n'allait pas gadgets. très loin, mais bon, c'était C'est des positif. gadgets, c'est pas Moi, ça je ne qui dis va pas qu'il n'y aura pas réformer la un ou France, deux. hein. Je veux bien admettre que sur Whirlpool, son engagement est positif. Sur GMES, même s'il y a des difficultés, il n'était pas obligé de provoquer les salariés. Il fallait au contraire les accompagner en sachant bien la dureté que c'est pour des habitants de la Creuse, mais on maintient l'activité. En revanche, Alstom, je suis hyper angoissée. On est en train de perdre un des derniers grands fleurons de l'industrie française. Et nous sommes, puisqu'on parle des bilans, en exportation, le pays va super mal. Le Sénat aura l'occasion d'auditionner le PDG d'Alstom cette semaine d'ailleurs. Souvent très mauvais. Fabien Guay, sur cet aspect, les plans étudiants, les plans pauvreté qui sont annoncés cette semaine, vous dites que c'est insuffisant? Non, mais pareil, je ne suis pas dans la contestation, parce que j'entends, nous, on va regarder et on répondra, parce qu'on est, y compris, je crois qu'il est urgent de proposer autre chose, y compris tout à l'heure, je reviens, mais les syndicats ne font pas que contester. On dit souvent, ils contestent, c'est que la loi de la rue. Ils ont fait des propositions, mais pourquoi aujourd'hui ils descendent dans la rue? Parce qu'on ne descend jamais dans la rue par plaisir. On ne perd jamais une journée de travail, 60, 70 ou 80 euros par plaisir. Moi, j'entends souvent, oui, il y aurait des feignants, où il y a des gens, et c'est des professionnels de la contestation. Quand vous gagnez le SMIC, ou quand vous gagnez même 1500 euros, et que vous perdez une journée de travail, c'est dur à la fin du mois. Et quand vous en perdez 2 ou 3 ou 4, parce que les journées interprofessionnelles vont se démultiplier, c'est extrêmement difficile pour les salariés, il faut le redire. Donc oui, moi je ne suis pas non plus dans... Il n'y a que de l'erreur de la com. Emmanuel Macron, il a été élu sur un mandat politique. Et il est en train de l'appliquer et il va frapper vite et fort. Il a une méthode, c'est les ordonnances, c'est un mépris total, parce qu'on parle beaucoup de concertation, mais le modèle des ordonnances, c'est devenu une violence rare. Ça a tapé très vite, en plein cœur de l'été. Et il savait que c'est pour ça que c'est impossible de pouvoir mobiliser en plein cœur de l'été. Et il s'attaque très vite. Le Code du travail, aujourd'hui, je dirais, c'est libéraliser le travail au maximum. Ça fait 30 ans qu'on essaye, 30 ans qu'on nous explique qu'il faut réduire le Code du travail, que c'est comme ça que ça va marcher, que c'est comme ça qu'on va relancer le plein emploi. On nous vend beaucoup le modèle allemand. Mais moi, ma vision de ça, la société, parce que c'est deux visions de la société qui s'affrontent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la droite soutient beaucoup Emmanuel Macron, parce qu'ils ont la même en vérité. Moi, c'est pas le modèle. Un certain nombre de mesures dans les ordonnances. C'est pas le modèle à 1 euro. Moi, je veux pas vivre. Je veux pas vivre dans un pays où et ça sera les jobs à 1 euro, où il faudra avoir 4 ou 5 contrats de travail par mois et que ça sera la précarité à vie et ne même pas savoir comment se loger. Parce que quand c'est la précarité à vie, derrière, c'est pas pouvoir se loger et c'est même pas pouvoir se construire. Donc oui, il y a urgence à se mobiliser et à construire une autre vision de la société. Celle qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il va taper fort. Vous parlez sur la finance, on l'attend avec impatience. Je pense que là aussi, les coûts sociaux vont être très rudes et très rapides. Et pourtant, le gouvernement semble vouloir tourner la page des ordonnances, Catherine Procaccia, et je le disais, avec la réception à l'Élysée par Emmanuel Macron, des partenaires sociaux, jeudi, avec des annonces sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage. Oui, il faut excusez-moi, mais là-dessus, moi j'ai une vision un petit peu différente, parce que les lois sur la formation professionnelle, je suis sénateur depuis un certain nombre d'années, et la formation professionnelle, c'est un moyen de pression, puisqu'on sait que c'est la source de financement des syndicats. Donc, on reçoit les syndicats sur la formation professionnelle, et que va-t-on leur proposer? Je ne sais pas s'il n'y aura pas un marchandage, puisque
Je fais partie de celles qui ont toujours estimé que la formation ne fonctionne pas en France. On dépense 30 milliards qui vont je ne sais où. Si vous entendez par marchandage, Catherine Procaccia. Et surtout, qui ne servent pas à grand-chose. Ouais. Marchandage, c'est-à-dire on revoit le financement de la formation professionnelle et donc le financement des syndicats. On va beaucoup plus loin qu'envisager si vous ne nous laissez pas tranquilles par rapport aux ordonnances du travail qui ont été négociées. C'est une approche qui est la mienne. Je ne connais pas encore le gouvernement, mais ça pourrait être tout à fait possible dans les négociations syndicales. Moi, j'ai une vision plus équilibrée d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que la formation professionnelle, ça ne marche pas comme ça devrait marcher, peut-être compte tenu de l'argent qu'on y met, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Dieu soit loué, à la fois pour les jeunes et pour ceux qui sont au chômage, qui ont l'opportunité. Les 32 milliards, ils ne sont pas brûlés. C'est comme l'argent du CICE, ça n'a pas été aussi efficace que M. Hollande devait l'espérer, mais il y avait quelque part une bonne idée. Dans la réforme du Code du travail, il y a des choses qui sont peut-être allées un peu loin par rapport à ce qu'espéraient les syndicats, mais il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas allées aussi loin que l'attendait le patronat, et par voie de conséquence, l'équilibre, c'est probablement la chose la plus difficile du monde, trouver l'équilibre. Donc, trouver l'équilibre dans une politique, Mme Lienemann a été au gouvernement, c'est pas équilibré, mais il y a quand même beaucoup de nos compatriotes, quand ils en parlent, sont préoccupés de voir 2000 milliards de dettes, sont préoccupés de voir... Bien sûr, ils ont raison. Et ils ont raison. Donc le problème, c'est comment fait-on? Et M. Macron propose une méthode que je ne suis pas derrière lui, puisque je ne suis pas en marche, mais... j'essaye de le créditer d'une bonne intention. On va voir dans 5 mois. Pas de procès d'intention, c'est ce que vous dites, Jérôme Bignon. Eh bien, merci. Merci Marine Les ordonnances ont accru encore le pavé du Code du travail. Hein. Ma question s'adresse à Mme Jacqueline Gourault. Le gouvernement a engagé sans tarder, dès l'été, un certain nombre de réformes, dont certaines ont suscité des interrogations, notamment deux élus locaux, interrogations parfois compréhensibles et parfois un peu caricaturales. Le gouvernement a voulu jouer carte sur table lors de la conférence nationale des territoires en mettant tous les sujets sur le métier, notamment la réforme de la taxe d'habitation, mais aussi l'engagement pour l'investissement qui participe à l'économie de nos territoires. Les collectivités locales ont besoin de visibilité sur leurs finances à long terme. Elles ont besoin de garanties sur la stabilité des dotations pour s'engager dans l'investissement qui participe de l'économie. Les baisses unilatérales et uniformes de dotation globale de fonctionnement dans la période précédente ont été mal vécues et ont laissé des traces. Par ailleurs, nous savons que cette logique partenariale commande d'appliquer aussi de la justice pour différencier dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement entre les 319 collectivités les plus importantes et les autres qui sont parfois aussi dans la difficulté. Il faut donc assurer la justice dans la redistribution, dans la péréquation, et c'est l'un des objectifs de ce projet de loi de finances. Madame la ministre, au moment où ce projet de loi de finances met enfin un terme aux baisses de dotation aux collectivités locales, ce qui est inédit, pouvez-vous nous assurer que cette stabilité durera pendant tout le quinquennat? Je vous remercie. Merci. Je demande à chacun de laisser Madame la ministre répondre. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, comme vous l'avez affirmé, Monsieur le député, effectivement... Monsieur le sénateur, pardon. Monsieur le sénateur, excusez-moi. Monsieur le sénateur, pardon. La DGF sera stable dans le budget de 2018 et par ailleurs les dotations pour les collectivités territoriales, que ce soit la DETR, la DSIL ou encore la politique de la ville, augmenteront de manière très sensible pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Vous avez donc raison de dire que c'est la fin de la période du rabot unilatéral sur l'ensemble des collectivités.
Deuxièmement, c'est dans le cadre de la conférence des territoires que sera discuté avec les 319 collectivités territoriales qui sont invitées à passer un pacte financier avec l'État sur les critères qui permettront de signer ce pacte. Et bien entendu, pour répondre précisément à votre question, cet engagement vaut pour un an, bien évidemment, et il faudra faire le point toujours dans le cadre de la conférence des territoires sur les ajustements qu'il conviendra de faire à la fin de l'année fiscale pour voir si, je dirais, la maîtrise des dépenses, puisque c'est de ça dont il s'agit, la maîtrise des dépenses, et non pas la moindre dépense, mais la maîtrise des dépenses a été véritablement respectée. Je vous invite donc tous et toutes, quels que soient les niveaux de collectivité territoriale, à participer à la conférence des territoires, qui sera le lieu de concertation et de dialogue que l'État veut rétablir avec les collectivités territoriales. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans le projet de loi de finances pour 2018, votre gouvernement s'apprête à concentrer le paiement de la taxe d'habitation sur seulement 20% des Français à horizon de 3 ans. Ce que vous présentez comme une grande mesure de générosité, censée contrebalancer la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières, pose de réelles questions de fond auxquelles vous n'avez pas donné de réponse. Tout d'abord, vous avez qualifié la taxe d'habitation, je vous cite, de mauvais impôt et d'impôt injuste. Par quel miracle les défauts attribués à cet impôt ont-ils disparu pour justifier son maintien sur une partie de la population avant toute autre réforme? Cette décision va encore accroître l'hyperconcentration fiscale qui pèse sur les classes moyennes, alors même que plus de 4 millions de ménages ont d'ores et déjà une taxe égale à 0 et que les foyers les moins aisés bénéficient d'allègements. Les contribuables qui gagnent plus de 20 000 € par an et qui acquittent déjà par ailleurs l'impôt sur le revenu vont donc être les seuls à payer la taxe d'habitation. Ne pensez-vous pas que ce que vous présentez comme une mesure de justice s'avère en réalité être très injuste? Par ailleurs, une fois encore, ce sont les collectivités locales qui vont faire les frais de cette réforme. D'une part, elles nourrissent des inquiétudes quant au respect des services publics locaux. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. D'autre part, vous leur ôtez une part significative de leur autonomie fiscale en diminuant leur pouvoir de taux. Comment comptez-vous, dès lors, préserver cette autonomie qui est garantie par la Constitution? La parole est à Madame Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre d'État. Vous avez la parole, ma chère collègue. Madame la sénatrice, la réforme de la taxe professionnelle avait été annoncée par le président de la République et effectivement, c'est une réforme qui est basée... La réforme de la taxe d'habitation est une réforme qui avait été basée... Merci beaucoup. La réforme de la taxe d'habitation sera une réforme qui donnera au fond du pouvoir d'achat à un certain nombre de nos concitoyens. Et par ailleurs, c'est une réforme qui sera sous forme de dégrèvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà dans la taxe d'habitation, pour les communes, il y a des dégrèvements. C'est-à-dire que l'État prend la place des concitoyens qui sont exonérés. Sur 3 ans, donc, ce sera la même chose. La première année, les citoyens exonérés seront exonérés de 30%, puis de 60%, puis de 100%. L'État prendra la place des citoyens exonérés. C'est donc une opération qui est blanche pour les collectivités locales. Bien entendu, cette opération, comme l'a dit le Premier ministre il y a quelques instants, est aussi une manière de repenser la fiscalité locale. Comme vous le savez, depuis des années, on pense à réviser les bases cadastrales de la taxe d'habitation, ce qui n'a jamais été fait. Par les gouvernements, mais reconnaissons-le, aussi par les élus qui mettaient pédale douce quand ils voyaient les conséquences que cela aurait. Donc, madame, pour la taxe d'habitation, c'est une
une réforme qui est véritablement sans effet sur les ressources des collectivités locales. Et je garde, s'il vous plaît, et les collectivités locales gardent la liberté de taux pour les taxes d'habitation. Monsieur le ministre, le rapprochement Siemens-Alstom pour constituer un Airbus du ferroviaire, afin de faire face à la concurrence asiatique notamment, interroge. Et je dois dire, Monsieur le ministre, que vos réponses tout à l'heure n'ont pas dissipé ces interrogations. Il y a eu la vente de la branche énergie d'Alstom. Ça n'a pas été un succès, c'est un euphémisme. Ça tourne au désastre. Ma question est simple et directe. Pourquoi refusez-vous d'acheter les actions Bouygues avant le 17 octobre pour que tout simplement nous ayons un droit de regard sur ce projet de fusion? Si nous n'avons pas ce droit de regard, inévitablement Siemens, qui a la majorité absolue, on connaît aussi la volonté de l'Allemagne de faire en sorte que son industrie soit la plus forte, nous aurons inévitablement de graves problèmes. Alors, nous l'avons fait pour PSA. À l'époque, Pierre Moscovici avait proposé une entrée dans le capital de PSA. Les résultats sont là. Eh bien, arrêtons de brader les joyaux industriels et faisons en sorte que nous prenions ces actions et que nous ayons un droit de regard sur cette fusion. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Christophe Castaner. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bourquin, nous croyons, et c'est manifestement une différence entre vous et nous, à la construction européenne. Nous croyons à la réussite française dans la construction européenne. Le nationalisme économique ne fait en aucun cas une mesure. Et Monsieur Bourquin, vous citiez un exemple assez pertinent, celui de Peugeot. Que pensez-vous de Peugeot qui vient d'acquérir une grande société en Allemagne qui s'appelle Opel? Pensez-vous que les Allemands ont considéré qu'il y avait une menace pour leur économie ou plutôt un enjeu de coproduction industrielle pour faire un leader mondial de l'automobile? Voilà ce dont on parle. Et aujourd'hui, si j'entends votre préconisation ainsi que celle qui a été portée tout à l'heure, nous bloquerions immédiatement le rapprochement entre Siemens et Alstom, parce que la condition de l'engagement et de ce rapprochement pour faire un grand leader européen sur la question ferroviaire, c'est justement que la France ne lève pas l'option. Alors oui, nous pourrions avoir une approche spéculative. Oui, nous pourrions envisager de toucher le bénéfice de 8 €. Mais je ne vais pas vous faire de remarques ou de leçons d'économie. Mais toute la difficulté, c'est que si nous levions cette option, de toute façon, le cours même, au moment où nous revendrions nos actions, serait largement inférieur. Donc ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'accepter que nous sommes dans une économie mondialisée. Dans cette économie mondialisée, et n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on peut raisonner sur un enjeu comme le ferroviaire à la seule échelle de la France, dans cette économie mondialisée, nous avons des concurrents, et notamment un grand concurrent chinois, C2RC, qui aujourd'hui devient le leader mondial, qui n'est pas encore venu sur le marché européen, mais qui a été sur les marchés américains et qui est devenu immédiatement le numéro 1. Alors on peut penser qu'on va se replier sur soi-même avec nos petits bras musclés et qu'on va faire confiance aux entreprises, ou au contraire, faire le pari audacieux de penser que le rapprochement de deux fleurons industriels qui ont des complémentarités évidentes entre la France et l'Allemagne, et de ne pas avoir peur de cette ambition-là, celle qui a permis à nos entreprises, à 96 entreprises françaises, d'acquérir en Allemagne dans l'année écoulée, de contribuer plutôt à la création de cet Airbus ferroviaire européen. Monsieur le Premier ministre, on a entendu la grogne, encore une fois, des élus locaux, la ministre Jacqueline Gourault qui a été un petit peu chahutée sur les bancs. Vous avez lancé une forme d'ultimatum, c'est bien ce qu'on a compris aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, je n'aime pas les ultimatums. J'ai simplement indiqué que dans le projet de budget 2018 que nous allons soumettre à la discussion et au vote parlementaire, il n'y avait pas de diminution des dotations aux collectivités territoriales. Globalement, l'ensemble des collectivités territoriales toucheront autant en 2018 qu'elles ont touché en 2007. Il y aura même une légère progression. Mais nous avons indiqué que nous souhaitions organiser avec les principales collectivités territoriales, ça ne sert à rien d'imaginer un mécanisme qui toucherait les 36 000 communes de France. Nous avons imaginé un mécanisme, nous voudrions imaginer un mécanisme qui concernerait simplement les 319 plus grandes collectivités territoriales, les régions, les départements, les villes, les agglomérations de plus de 150 000 habitants pour les villes. Pourquoi ? Pour leur dire,
regardons ensemble quel chemin de maîtrise des dépenses est envisageable pour vous, compte tenu de vos caractéristiques, des efforts passés, compte tenu de vos perspectives. Essayons de faire en sorte de convenir entre telle grande ville et l'État que la progression de vos dépenses se fera l'année prochaine sur un rythme d'environ 1,2, 1,3, 1,1, ça dépendra des communes. Et si vous respectez cela, pour participer à la maîtrise des dépenses publiques auxquelles l'ensemble des administrations sont astreintes, si vous respectez cela, alors nous garantissons le montant de la dotation d'investissement dans les années suivantes. Et si vous ne respectez pas cela, alors dans ce cas-là, nous corrigeons l'année suivante. Voilà. C'est beaucoup plus intelligent que la baisse au rabot des dotations globales de fonctionnement, qui a été la norme pendant très longtemps. Donc nous voulons imaginer un mécanisme plus intelligent au sens où il est plus responsabilisant. Évidemment, comme c'est neuf, ça suscite la surprise, parfois l'incompréhension, parfois, allez, disons-le, petite dose de mauvaise foi. Chez des Est-ce que vous pensez de la mauvaise foi? Non, rarement. Heureusement, rarement. La politique. Notamment chez ceux qui militaient justement pour qu'on puisse mettre en place ce dispositif. Donc moi je viens très tranquillement dire aux sénateurs, aux députés, à l'ensemble des élus locaux, imaginons ensemble cette relation qui nous permettra de maîtriser la hausse des dépenses publiques. Et je me permets, dans le Conseil national des territoires, sinon c'est vous qui déciderez, point, à la ligne. C'est-à-dire que quand vous voulez discuter avec des contreparties, quand vous voulez discuter avec des partenaires de quelque chose, il faut discuter. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra discuter. La conférence des territoires, elle a été lancée ici au Sénat, justement pour permettre cette discussion avec les collectivités. Et à ceux qui ont claqué la porte, vous leur dites quoi? Je leur dis que nous sommes là pour discuter et j'ai bon espoir que cette discussion aura lieu dans de bonnes conditions. J'observe que vendredi dernier, j'étais à Nantes devant l'association des communautés de France, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, et que la relation et que la discussion s'est nouée et qu'il y avait une envie de travailler, d'imaginer les bons mécanismes pour les 72 communautés d'agglomération ou communautés de communes les plus importantes. Comment est-ce qu'on peut imaginer un mécanisme de maîtrise de la dépense publique? Et j'irai la semaine prochaine devant le congrès des départements de France et là encore, j'aurai l'occasion d'expliquer, de discuter avec les élus locaux qui, encore une fois, sont des partenaires et avec lesquels nous devons travailler. C'est l'intérêt de ces collectivités, c'est l'intérêt du gouvernement, mais c'est surtout l'intérêt du pays. Première question pour vous, François Patriat. On sait qu'il y a un an, l'État volait au secours d'Alstom Belfort. Aujourd'hui, on voit que l'avenir de ce site n'est pas vraiment garanti. En tout cas, au-delà de 2019, il y a ces inquiétudes aussi pour ce site à Grenoble, alors qu'une fusion s'annonce entre Alstom et Siemens. Qu'est-ce que ça dit de la politique industrielle du gouvernement, cette situation, selon vous? Je ne suis pas le gouvernement. Ce que je peux dire, c'est le sentiment que j'ai moi. Je pense que c'est un bon accord pour les deux groupes. Je pense que c'est un bon accord pour la France et que je pense que ça donnera demain des capacités de lutter contre les risques mondiaux, parce qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui seulement ce qui se passe dans l'Hexagone, mais ce qui se passe dans le monde et les risques que font peser aujourd'hui des géants mondiaux, tels que les géants chinois, qui demain viendront concurrencer nos entreprises. Certains disent, pardon, François Patriat, qu'au lieu d'avoir un champion français, on va avoir un nain européen. C'est pas vrai. Demain, ça va être le leader mondial de la signalisation. Avec ce regroupement, demain, nous aurons le leader mondial de la signalisation, qui aura un chiffre d'affaires supérieur aux géants chinois. Donc, je pense qu'il faut voir le monde tel qu'il est. Et c'est en regardant le monde tel qu'il est qu'on reprendra le chemin de l'espoir, et pas en regardant le monde tel qu'il était hier, qu'on va continuer à s'enfoncer dans le chômage de masse et dans l'endettement. Ouais. Quel regard portez-vous sur cette situation et sur ce que vient de dire François Patriat, Guillaume Gontard? Justement, nous, je pense qu'on nous vend un Airbus ferroviaire. On s'aperçoit que c'est pas du tout ça, puisqu'il y a un complet déséquilibre et qu'on va vers plutôt un démantèlement complet de Alstom. On l'a déjà vu, on a l'exemple de General Electric, de General Electric qui a racheté la partie hydro de Alstom. On a vu les manifestants à Grenoble et puis qui étaient devant le Sénat tout à l'heure. C'est 345 emplois qui risquent d'être supprimés et qu'on nous annonce. Donc on voit bien le résultat quand il y a un déséquilibre trop important. Donc qu'on fasse un Airbus du ferroviaire, mais moi j'y mettrai pas que le ferroviaire parce que l'hydroélectricité est importante, surtout notamment à notre époque et par rapport à l'environnement. Donc qu'on reprenne l'exemple d'Airbus, bien sûr, mais là, en tout cas, ce n'est pas le chemin que ça prend. Ouais. Cédric Perrin, vous êtes inquiet pour le site de Belfort également? Écoutez, le 4 octobre de l'année dernière, un accord avait été
scellé dans le marbre, si je puis dire, entre l'État, Alstom et les collectivités. Un certain nombre d'engagements ont été tenus, mais je rappelle aussi qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire en juin 2015, Emmanuel Macron était à Belfort pour nous expliquer, alors qu'il était ministre de l'économie et des finances, qu'Alstom avait un grand avenir et qu'il n'y aurait aucun problème pour le site. Donc des inquiétudes, évidemment, il y en a. Aujourd'hui, cette fusion, elle est sans doute une nécessité compte tenu de l'environnement mondial, je dirais, dans le secteur, mais elle nécessite aussi qu'un certain nombre de garanties soient données. L'année qui vient va être l'année pendant laquelle un travail va être fait entre les 2 sociétés que sont Alstom et Siemens sur la fusion qui va intervenir, et il est absolument nécessaire qu'un certain nombre d'engagements soient pris. 4 ans, c'est très court. Prendre un engagement de maintien de l'emploi sur 4 ans, c'est pas compliqué compte tenu d'aujourd'hui des accords qui ont été tenus. Je rappelle que les engagements qui ont été tenus par l'État et par Alstom et par les collectivités il y a 1 an sont partiellement tenus seulement. Pour les collectivités, ils ont été complètement tenus. Pour l'État, ils ne sont pas complètement tenus, puisqu'un certain nombre de commandes sont encore à venir et on les attend et on espère qu'elles arriveront. Et pour Alstom, de nombreux investissements restent à venir sur le site de Belfort pour pérenniser les choses, pour permettre la diversification du site. Est-ce que vous avez eu des réponses cet après-midi de la part du PDG d'Alstom au Sénat, peut-être Cédric Perrin, ensuite vous donnez la parole, Marcel Bourquin. Je ne pense pas qu'on ait eu beaucoup de réponses. Je pense qu'il nous a expliqué que, de son point de vue, c'était une belle affaire, une bonne fusion, et que Alstom en sortirait sans doute indemne. Nous verrons ce qui se passera dans 1 an, mais il y a quand même des sources d'inquiétude et il nous appartient à nous, élus, d'être extrêmement vigilants sur cette affaire-là. Marcel Bourquin. Oui, je pense que l'audition de tout à l'heure confirme nos craintes. On lui parlait stratégie industrielle, M. Beaupart-Lafarge nous parlait de technique. C'était assez impressionnant, presque surréaliste. Et le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'avant le 17 octobre, au soir, on achète ou pas, le gouvernement français, les actions Bouygues. Si on les achète, on a un droit de regard sur tout ce qui va se passer. Si on ne le fait pas, je pèse mes mots, c'est très grave. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on laisse faire les choses. Siemens va être majoritaire. Et qu'est-ce que nous a donné tout à l'heure comme garantie M. Beaupart-Lafarge? Il nous a dit, on aura le siège chez nous. Mais un siège, ça se déplace. Celui de PSA est en train de se déplacer. C'est quoi ça? Il y a une conception de la politique industrielle, mais qui est d'une légèreté assez incroyable. Et donc, le gouvernement, il lui reste encore quelques jours, doit acheter ses actions. Et si on veut mettre un grand groupe européen en place, c'est 2 entreprises, Siemens avec Alstom, 2 États, l'État allemand, l'État français, et ensuite on fait ce grand groupe européen comme dans l'aviation. C'est pas du tout ce qui est à l'ordre du jour. Pour l'instant, c'est l'absorption pure et simple d'Alstom par Siemens. Et donc, inquiétude sur les groupes. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques mois sur l'achat par General Electric. On nous disait qu'il y aurait 1000 emplois créés. Aujourd'hui, l'entreprise est en grève parce que sur les 800... 345 sur 800. 345 sont supprimés. On apprend qu'un hedge fund américain est en train d'acheter General Electric et qui veut uniquement de la rentabilité financière. On apprend aussi que ces turbines peuvent être fabriquées en Chine. C'est quoi? Une politique industrielle, ça se mène avec une volonté. Avec une volonté de dire, on produit, on a une vision européenne, mais on fait en sorte que notre territoire et nos sites, notamment Alstom, mais d'autres hors non, soient garantis. Au bout de 4 ans, c'est rien. 4 ans, c'est le temps de la restructuration. Ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie, à part le siège. Alors, François Patria, on voit que les socialistes et les communistes réclament effectivement cette entrée de l'État au capital. Est-ce que vous y êtes favorable justement pour avoir un droit de regard, ce que nous explique Marcel Bourquin? D'abord, je laisse à mes amis le soin d'être pour l'économie administrée. Moi, ce n'est pas le schéma que je demande. On a vu que l'économie administrée a donné des résultats catastrophiques par ailleurs. Il souhaite le continuer aujourd'hui. Bien. Les garanties. Moi, je n'ai pas entendu la même chose. J'ai écouté, mais je n'étais pas à la commission, ce qu'a dit le directeur aujourd'hui d'Alstom. Parce que moi, je suis aussi inquiet sur la situation d'Alstom. Parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, où habite M. Bourquin comme moi, il y a aussi le Creusot, qui est un grand client d'Alstom, qui a inventé les bogies, vous savez, les plus performants du monde. Donc, je crois que c'est un accord qui est équilibré aujourd'hui, avec 7,5 milliards, 7,5 milliards. Il y a des engagements de prix sur les emplois. Pour ce qui est General Electric, d'abord, l'État sera exigeant
sur le fait que si les emplois ne sont pas créés, il y aura des indemnités à payer par General Electric. En second lieu, General Electric a des sites sur lesquels aujourd'hui il entend fermer. Il y a des sites sur lesquels il entend se développer, notamment à Belfort, notamment en Normandie par ailleurs, où il va créer de l'emploi par ailleurs à côté. Alors je ne suis pas sûr que le gouvernement écoutera Martial Bourquin par ailleurs. Ce que je sais, c'est que si le gouvernement entrait, il n'aurait de droit de regard rien, il ne pourrait peser sur rien. Et que si l'État doit mettre 2 ou 3 milliards, j'ai compris aussi ce que dit le gouvernement, il préfère les mettre dans l'achat de matériel pour pérenniser les sites plutôt que de le mettre dans un capital dormant en sleeping partner qui ne lui apporterait rien aujourd'hui. La panacée, et en plus, je réponds à Martial, mais par ailleurs, j'apprécie beaucoup par ailleurs, que demain, si l'État entrait au capital comme il le fait, l'accord ne se ferait pas. C'est clair. Alors Marcel Bourquin, pour être très clair, l'économie administrée, parce qu'on prendrait une prise de position dans le capital minoritaire. Tous les landers allemands ont des prises de participation dans les entreprises allemandes. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette présentation du monde nouveau comme la main invisible du marché qui doit tout régler? Prendre une prise de participation minoritaire dans un groupe, c'est pour s'assurer, et voire même, on pourrait demander à l'État allemand de faire la même chose que nous, pour qu'on fasse comme on a fait avec EADS. Est-ce qu'EADS ne marche pas bien? Ça marche bien, EADS. Pourquoi ne pas faire la même chose avec le ferroviaire? Attention, avec le ferroviaire, il y a une différence. C'est que les restructurations en nombre de sites peuvent coûter des milliers d'emplois et voire même des sites industriels. Je le dis, si M. Le Maire ne prend pas cette décision avec le Président de la République, ils auront une responsabilité écrasante dans la situation. Et on vous a entendu hier, lors de la séance de questions d'actualité, interpeller le gouvernement. Guillaume Gontard. Et on saura s'en rappeler. Non, moi je voulais répondre. Bien sûr que peut-être que General Electric paiera des indemnités, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Enfin, je veux dire, il y a 345 personnes, hommes et femmes, qui sont derrière, sont des emplois. Ah, voilà. Donc c'est pas avec des indemnités qu'on va régler les choses. Et puis en plus, derrière tout ça, il y a, 100 ans quasi d'expérience, de savoir-faire français, de fleurons de l'industrie française qui risquent de disparaître, qui sont en train de disparaître, parce qu'elles sont dans les mains de General Electric, entreprise américaine, qui fait ce qu'elle veut actuellement. Donc on voit bien que c'est tout à fait le mauvais exemple. En tout cas, l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Et on voit bien qu'on est en train de vendre le fleuron industriel français. Et ça, c'est vraiment dommageable, surtout sur une industrie de pointe, sur l'hydroélectricité. Ce que je disais tout à l'heure sur le développement durable, où on voit bien qu'il faut qu'on aille vers ça. Et à ce moment-là, on déciderait de tout bazarder. Donc je pense que là, il y a un vrai problème. Et il y a, sur la vision économique de Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout en phase avec, en tout cas, ce qu'il peut afficher en matière écologique. Et moi, je serais aussi pour interpeller d'ailleurs Nicolas Hulot à ce sujet-là, parce que je pense que ça le concerne. Qu'est-ce qu'il pense du fait qu'on puisse brader une entreprise comme ça, qui risque de nous servir de manière importante dans les années à venir? Vous avez ce sentiment-là, Cédric Perrin, que cette entreprise est bradée aujourd'hui? Écoutez, c'est pas celui qui a soutenu Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances et qui a alors pris 800 millions d'euros, qui a investi 800 millions d'euros dans le capital d'Alstom et qui a sauvé Alstom en 2004, qui vous dira que ça serait une affreuse erreur que de participer au capital d'Alstom aujourd'hui. Ceci étant, moi ce que je pense fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'une véritable politique industrielle. On peut mettre de l'argent, être minoritaire dans une entreprise et évidemment avoir un droit de regard qui peut être important dans l'avenir. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qui va commander. Henri Popard-Lafarge disait tout à l'heure fort justement, et je l'avais dit l'an dernier dans de nombreux débats, qu'aujourd'hui aucun particulier n'achète des trains. Ceux qui achètent des trains, ce sont les États, ce sont les organismes. La commande publique. La commande publique. Aujourd'hui, un certain nombre de commandes publiques, si elles étaient officialisées, pourraient largement permettre à Alstom, notamment Belfort, puisque je suis issu de ce secteur-là, d'obtenir de la charge de travail et de pouvoir arriver jusqu'au TGV du futur. Parce que ce qu'on oublie de dire quand même aujourd'hui, c'est que tout cela est fait, tous ces accords qui ont été faits en octobre 2004 en 2016, ont été faits pour justement arriver au moment où on aura à fabriquer le TGV du futur, dont on espère qu'il sera fait par Alstom, et notamment en partie pour les locomotives à Belfort. Voilà, et donc la charge de travail, elle est nécessaire. Donc la politique industrielle, ça veut dire aussi de prévoir les choses. Et aujourd'hui, dans ce pays, que ce soit pour le ferroviaire, pour le maritime, pour le fret ou autre, il n'y a plus de politique industrielle. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait une vision des choses, mais une vision à long terme et pas une vision court-termtermiste. En quoi l'émergence d'un géant européen du transport, et pas un nain comme je l'entends, parce que la fusion des deux, ça devient un géant,
capable de lutter contre nos propres concurrents demain, qui en Asie feront le TGV du futur, peut-il être une menace pour notre industrie aujourd'hui? La stratégie industrielle d'Emmanuel Macron, j'entends critique par ailleurs, je les écoute, enfin, c'est de dire aujourd'hui, c'est dans le cadre européen que nous pourrons créer les géants de demain qui lutteront contre ceux qui viennent des États-Unis ou ceux qui viennent de l'Asie. Et moi, je participe à la construction de géants européens. Ceux qui auront les moyens de la recherche, du développement, de l'industrialisation, du territoire de le faire demain, c'est à cela que je m'attaque. Et je ne laisserai pas partir autant dans d'autres continents des savoir-faire, que nous sommes dans l'excellence. Mais quand je vois que, je suis aussi bourguignon, je le disais à l'instant, quand je vois que Seb, en Bourgogne, a racheté le leader mondial d'électroménager dans la cafetière hier pour 1,6 milliard et qu'il devient aujourd'hui un géant dans le domaine et que ça réussit, quand Seb achète un Allemand, personne ne dit rien. Quand aujourd'hui, Siemens n'achète pas, c'est une fusion à capital égal, autour de 7,5 milliards, qui va permettre d'être un géant de l'industrie. Je ne vois pas en quoi il y a une menace. On peut, vous savez, moi, l'année dernière, quand je venais ici sur votre plateau, j'avais en face de moi 2 personnes qui me citaient à longueur de journée Whirlpool. Et Whirlpool, c'était le dramatique. On voit bien qu'aujourd'hui, Whirlpool a été repris, que les syndicats ont repris confiance dedans. Et moi, j'ai confiance aujourd'hui dans la fusion Siemens-Alstom, parce que je n'ai pas entendu la même chose du directeur tout à l'heure. Alors justement, peut-être Marcel Bourquin. Il s'agit, quand on parle d'Alstom, de nous... Vraiment, ce qu'on a de mieux en technologie. Un fleuron de l'industrie française, c'est souvent comme ça qu'on Et en quoi est-ce menacé en technologie. Martial, en quoi est-ce menacé? En technologie, c'est les fleurons français. Et en quoi est-ce menacé? La branche énergie, c'est une catastrophe quand elle était vendue. Elle s'est faite avec Emmanuel Macron, cette vente de lait. Non, on nous disait à l'époque... Vous l'avez soutenu? Ah non. Vous l'avez soutenu, monsieur? Pas du tout. Mais vous l'avez soutenu. Alors attends. Vous étiez dans la majorité. Attendez. Je ne l'ai pas soutenu. Si tu écoutes ce que je disais à l'époque, tu t'apercevrais et on te dirait que j'émettais les plus grands doutes. Mais surtout, par exemple, l'énergie, c'est les technologies d'avenir, ça. Les questions de technologie. Le ferroviaire, c'est l'avenir. L'aviation, c'est l'avenir. Je ne demande pas grand-chose. Je demande que l'État prenne toutes ses responsabilités dedans. Et qu'on demande à l'État allemand de faire la même chose, pour qu'on bâtisse le ADS du ferroviaire, rien que cela. Quand j'entends M. le maire dire on ne le fera pas, je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière? Et tout à l'heure, M. Poupart-Lafarge, on lui pose la question, il dit qu'il préférerait pas. Alors justement, on va l'écouter Henri Poupart-Lafarge, puisqu'il était auditionné par la Commission des affaires économiques du Sénat. On l'écoute tout de suite. Ce genre d'opération est anxiogène, et naturellement anxiogène, et c'est normal. Même si, et je tiens à souligner, l'ensemble du management d'Alstom, le comité de direction, les cadres, quand je vais sur les sites, etc., accueillent cette opération très positivement. De la même manière, d'ailleurs, ceux de Siemens Mobilité accueillent cette opération de manière très positive. Il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir des inquiétudes et que nous avons souhaité stabiliser en disant, écoutez, nous allons faire l'intégration de manière la plus sereine possible et pour ça, nous donnons un cadre qui préserve pendant les 4 prochaines années, qui est en fait la durée de l'intégration, qui soit stable. Mais à long terme, les sites vont bénéficier bien évidemment du renouvellement du dynamisme de l'ensemble du groupe. Donc il y a pas de, il y a un impact moyen-long terme, court terme. Donc ça sera de l'intégration simple et moyen-long terme, ça va bénéficier du renforcement du groupe. Quand le PDG d'Alstom fermait Belfort, à un moment donné, il y a l'État qui lui dit on ne ferme pas Belfort. On regarde avec la commande publique pour lui donner. Quand le PDG d'aujourd'hui d'Alstom est pressé de rentrer dans les habits du PDG de Siemens Alstom, on lui dit oui, mais il y a des conditions, monsieur. Parce que l'État français ne laissera pas partir un fleuron de son économie. Il y a des conditions. Les conditions, c'est que l'État français a un droit de regard, voire mieux, il travaille avec l'État allemand pour bâtir ce géant pour qu'il soit équilibré. Mais j'ai entendu 2 choses quand même, Guillaume Gontard. Naturellement anxiogène, cette fusion, mais aussi il y aura une dynamique qui va bénéficier aux différents sites. Il me semble que oui, forcément. Moi, ce qui m'étonne, c'est justement le discours. C'est qu'on nous dit, pas de souci, rentrez chez vous, tout va bien, on s'occupe de tout, ça va rouler. Je pense que c'est pas du tout ça. Et moi, ce qui m'étonne justement, si je regarde sur ce plateau, c'est que l'ensemble quasi des forces politiques alertent. Moi, j'ai vu justement cette audition. Je pense que l'ensemble des auditeurs ont alerté, n'ont pas arrêté d'alerter. Donc, je dirais que c'est interparti et inter. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut juste écouter. Et juste écouter
qui n'est pas qu'une inquiétude, c'est-à-dire ces alertes et se dire oui, là on va pas dans le bon chemin, quoi. Donc je pense que ça me paraît plus qu'important. Peut-être ça. Non, mais je François pense Pellerin, que le meilleur moyen de voir disparaître le fleuron Alstom, c'est de rester en l'état. De dire voilà, c'est bien. Aujourd'hui, on a le joyau, on a une pépite, elle marche bien. On sait bien les difficultés qu'elle a eues l'année dernière. Il y a 2 ans, il a fallu des commandes publiques aujourd'hui. Et l'État dit aujourd'hui qu'il préfère s'engager, plutôt que de rentrer au capital et d'un sleeping partner, de s'engager dans des commandes pour demain. On sait bien les difficultés qu'a connues Alstom par ailleurs. Moi, je les ai connues en Bourgogne, je vous le dis. Et je sais que rester en l'état et ne pas accepter cette opportunité demain, c'est sans doute mettre à mal Alstom pour l'avenir. Ça, c'est vrai. Ça, s'il y a des gens qui tiennent à ce que Alstom disparaisse demain, parce que c'est pas parce que l'État entrera au capital que ça changera. Et si demain la fusion ne se fait pas, alors nous serons dans un grand désarroi face aux géants mondiaux. Cédric Perrin, pardon. Je ne peux pas. Je souscris à ce qui est dit. Aujourd'hui, je ne veux pas porter de jugement hâtif sur cette fusion, dont je considère effectivement que sans doute pour se battre contre des géants qui deviennent de plus en plus omnipotents comme son CRRC en Chine et autres, il faut avoir une puissance industrielle qui soit importante. Aujourd'hui, la fabrication de trains est quelque chose qui est pas forcément facilement délocalisable. C'est quelque chose qui, si les trains sont fabriqués pour l'Europe, on était lundi à Belfort sur une cérémonie un peu particulière qui a réuni un certain nombre d'intervenants et notamment l'ambassadeur d'Azerbaïdjan et le président du réseau ferré d'Azerbaïdjan qui venaient prendre possession de la première locomotive de fret qu'ils avaient commandée. Voilà. Ça, ce sont des exemples. Aujourd'hui, au niveau européen, on a la possibilité d'avoir des commandes qui permettront d'avoir de la charge de travail sur nos entreprises et donc l'État français doit jouer son rôle et donc participer à cette commande publique pour fournir nos entreprises. En revanche, ce qui est important, c'est qu'au niveau mondial, pour pouvoir fabriquer des trains, et compte tenu de la difficulté qu'on a à les transporter, on voit bien ce qui se passe en Inde, ce qui se passe dans d'autres pays, on est obligé de fabriquer sur place. Donc ce qu'il faut qu'on garde ici sur nos territoires, c'est évidemment tout ce qui va nous permettre d'être compétitifs, inventifs, toute l'expertise, toute l'ingénierie, etc. sont des points importants. Donc moi, c'est vraiment des sujets sur lesquels on souhaite être très attentifs. Ce sont les questions que j'ai posées au président Poupart-Lafarge tout à l'heure. Mais j'insiste parce que là, ici, on est tous autour de la table concernés par des sites, que ce soit GE ou moi j'ai aussi GE à Belfort et avec sans doute peut-être aussi des choses à dire, mais on a tous des sites industriels qui nécessitent d'être chargés en travail et pour charger ces sites en travail, il faut que l'État, puisque c'est lui qui a la commande publique, eh bien, participe largement à mettre en œuvre cette commande. Et si vous me demandez si je préfère qu'on mette 1 milliard d'euros dans une participation au capital d'Alstom ou si je préfère qu'on mette 1 milliard d'euros dans la commande de trains, je vous dirais que je préférerais qu'on commande des trains et qu'on donne la charge de travail à Alstom. Marcel Bourquin. Alors, moi j'ai connu, il y a quelques années, une situation extrêmement difficile avec le groupe PSA. Et à l'époque, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, a trouvé, avec un investisseur chinois, mais aussi avec une prise de participation de l'État, un capital qui a permis de relever et de sauver le groupe PSA. Il faudra un jour ou l'autre qu'on se dise que l'État stratège en industrie est indispensable. Est-ce que vous pensez un seul instant que les Allemands avec leur Lander se désintéressent et laissent faire le marché comme cela? Bien sûr que non, une politique industrielle, c'est de la volonté, mais c'est aussi des moyens. Et qui est contre le géant européen? Personne. C'est la façon où il se fait, la façon dont il se constitue, parce que Siemens sera majoritaire et parce que l'État français ne prend pas une occasion qui est jusqu'au 17 octobre. C'est un échec de l'État stratège, c'est ce que vous dites, Marcel Bourquin, Guillaume Gontard. Il n'y a pas d'État stratège, il n'y a pas de politique industrielle d'Emmanuel Macron, c'est ça. Je voulais répondre aussi sur du coup la commande publique. Mais si je prends encore l'exemple de General Electric, c'est pas une question de commande, parce que des commandes, il y en a. Au contraire, on est sur quelque chose vraiment de pointe. Et donc, ce problème-là ne se pose pas. Et pourtant, pour des raisons, je dirais, que j'ignore, enfin en tout cas que je devine, on supprime un site avec toute l'expérience qui va avec. Et quand vous demandiez tout à l'heure comment justement cet accord va faire pour démanteler l'industrie française, voilà, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on balaye tout un savoir-faire, parce que quand on balaye des salariés qui ont une vraie technicité, on balaye aussi tout un savoir-faire. Je rajouterai aussi que sur le site de Grenoble, il y a une partie qui agit sur l'armement et la défense. Donc ça, pareil, est-ce qu'on accepterait que cette partie-là,
on s'en occupe plus et puis que ça parte dans les mains américaines. Donc je pense qu'il y a vraiment de grandes questions à se poser sur cet accord. Cédric Perrin, non, je voulais rebondir sur ce que disait Martial Bourquin à l'instant, parce que je crois qu'il ne faut pas être fataliste non plus. Si vous... moi j'étais étudiant il y a une quinzaine d'années et je lisais beaucoup de bons livres d'économistes qui nous expliquaient qu'à 15 ans, on n'aurait plus de fabricants d'automobiles en France. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Que ce sont les fabricants automobiles, enfin Peugeot et Renault principalement, qui finalement absorbent. Ils viennent d'acheter Opel. Il y a des partenariats qui sont faits avec des étrangers qui sont parfaitement intéressants. Donc je crois qu'il ne faut pas être fataliste et il faut avoir une vision de ce qu'on veut que devienne l'industrie. Et aujourd'hui, dans ce pays, je crois qu'on est tous autour de la table de représentants de différents partis et je crois que personne n'a la possibilité aujourd'hui de dire que son parti aurait eu, dans les années qui nous précèdent, une politique industrielle intéressante. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une vraie politique industrielle. Je l'ai dit 10 fois aujourd'hui, mais je pense que c'est ce qui est absolument capital. Et on a tous à balayer devant notre porte en la matière. Est-ce que cette fusion avec Siemens peut se faire sans suppression de postes, d'emplois, François Batria? Je peux comprendre qu'ils étaient complémentaires et qu'ils allaient développer des activités pour être à la hauteur de leaders mondiaux. Donc moi, il faudrait qu'on m'explique, parce qu'on me dit qu'il y a des craintes, il y a des inquiétudes. J'entends bien. Toute action économique, toute fusion peut susciter des inquiétudes. Mais moi, on ne m'a toujours pas expliqué quelles étaient les menaces qui pesaient sur Alstom le jour où il y aura une fusion avec Siemens, avec son siège en France, avec l'accord aujourd'hui des cadres, avec le de l'établissement, qui comprennent aujourd'hui qu'il y a un intérêt à le faire entre eux. Dire qu'Emmanuel Macron n'a pas de stratégie industrielle, on peut faire de l'anti-Macron primaire, je comprends. Moi, ce que je souhaite, c'est la réussite de ce pays. Je ne me pose pas la question de savoir si Emmanuel Macron doit échouer. Moi, ce que je veux, c'est qu'il réussisse. Et je pense que, connaissant l'entourage qu'il a autour de lui aujourd'hui, je pense qu'il a une vraie vision industrielle, mondiale, et qu'il en tire les conséquences dans les choix qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Marcel Bourquin. Il a une vision très marché, mais uniquement marché. Et une politique social-démocrate, ça se mène avec un État stratège et avec des entreprises. Et surtout, il faut avoir la volonté de garder nos sites industriels. Je vous donne un exemple. Rapidement. La partie Lyon-Turin n'a pas été confirmée par l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la baisse il va y avoir un trou encore dans les commandes d'Alstom-Belfort, et Alstom-Belfort peut avoir les mêmes problèmes. 12 motrices. C'est ça. D'où les motrices TGV. Donc, sur ces questions-là, on n'a rien. On est en demande, j'ai écrit, tu as certainement écrit sur ces questions, on n'a rien. Et donnez-nous des assurances, parce que c'est le premier site Alstom, le site historique, et le site qui a une recherche-développement de grande qualité. On n'a rien. Dites donc, comme politique industrielle, il y a mieux, il y a mieux comme politique industrielle. Si vous avez rien comme visibilité, Alstom restant seul ici, ça ira mieux? Ça ira mieux? Qu'est-ce qu'il y a? Alstom restant tout seul en France, ça ira mieux? Mais qui a dit qu'elle devait rester seule? On trouve anormal que Siemens quasiment absorbe Alstom. Absorbe pas. Et on voudrait qu'il y ait un EADS du ferroviaire avec les deux États et à égalité. Première question pour vous, parce que je vous voyais réagir, Josiane Palache, à ce qu'on voyait dans ce reportage. C'est pas la bonne solution, il ne faut pas tendre vers ce système aujourd'hui? Non, la démarche était certainement intéressante, elle doit aller bien plus loin, mais elle doit aller au-delà, bien au-delà du lait de consommation, parce qu'il a été parlé qu'il y avait 18 millions de litres qui étaient valorisés par ce biais-là. Il faut savoir que sur le marché intérieur, par la grande distribution, c'est 10 milliards de litres qui sont valorisés. Donc vous voyez les chiffres, il faut mettre en relation les chiffres avec ce qui se passe réellement. Alors, mais la démarche est intéressante et certainement elle est à développer, certainement dans ce sens-là, de remettre en avant le marché intérieur, c'est certainement une démarche qu'il faut mettre en avant. Alors Yannick Botrel, on sait qu'aujourd'hui les consommateurs sont perdus dans les prix, les revenus des agriculteurs se dégradent, les industriels se plaignent de la fonte de leurs marges, les distributeurs non plus ne trouvent plus leur compte. Finalement, tout le monde est d'accord sur le constat, le diagnostic est partagé, mais comment on peut sortir justement de cette guerre des prix, de cette baisse des prix? Le diagnostic est peut-être partagé, mais derrière ça, il y a une réalité. Il y a bien des gens qui ne gagnent pas leur vie aujourd'hui, alors qu'on a quand même le sentiment que la grande distribution et d'autres s'en sortent mieux. Donc les marges, elles vont bien quelque part. C'est un constat qu'on peut faire. Alors que peut-on faire pour résoudre cette situation qui a été créée il y a quelques années par la loi de modernisation de l'agriculture? Je crois qu'il y a plusieurs pistes à suivre. Il y a d'abord
la résilience des exploitations, c'est-à-dire comment faire pour que les exploitations puissent affronter les situations de crise dans de meilleures conditions. Et puis, de façon plus générale, plus globale, il y a une équité à établir, je ne dis même pas rétablir, je dis une équité à établir entre les producteurs et la grande distribution. Alors, cela passe certainement par un relèvement du seuil de revente à perte, c'est le SRP, et aussi la limitation des promotions. Ce sont les deux pistes avancées par le gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que vous y êtes favorable? En tous les cas, ce sont ces pistes-là, il faut les suivre. Ça, c'est évident. Est-ce que ça suffit? Je n'en suis pas persuadé, parce que se passe-t-il en France, à la différence d'autres pays? Nous avons une concentration formidable des acheteurs. C'est-à-dire qu'il y a quoi? En gros, 5, peut-être 6 centrales d'achat en France. En Allemagne, il y a infiniment plus de donneurs d'ordre. On parle de 200, de toutes sortes de dimensions, de toute importance. Donc il y a déjà cette concentration qui est française. Et en face de ça, eh bien, les agriculteurs, pendant longtemps, n'ont pas pu s'organiser, c'est-à-dire qu'on considérait que le fait de se regrouper en organisation professionnelle, en OP, eh bien, c'était contraire aux lois de la concurrence. Donc on voit bien qu'il y a une distorsion déjà sous ce simple aspect. Et là aussi, il faudra, alors je sais qu'il y a des choses qui ont été faites et que la volonté de plusieurs ministres de l'Agriculture depuis un certain nombre d'années s'est exprimée dans le sens de dire qu'il fallait permettre justement aux organisations de producteurs de exercer une forme de contrepoids. C'est ce que demande aussi Emmanuel Macron. Il faut une meilleure organisation des filières. Dans ces cas-là, voilà un point d'accord. Ensuite, le diable étant dans le détail, comment fait-on? Alors, Franck Menonville, ensuite je vous donnerai la parole. Allez-y. Peut-être justement votre sentiment sur les annonces d'Emmanuel Macron. On apprend d'ailleurs qu'il est en train de s'expliquer une nouvelle loi pour équilibrer les contrats entre les agriculteurs et les distributeurs. Écoutez, tout d'abord, peut-être vous dire que l'exercice des États généraux de l'alimentation, je pense que c'est un bon exercice de mettre l'ensemble des maillons de la chaîne de l'alimentation allant du producteur jusqu'au consommateur, en passant bien évidemment par la transformation et les distributeurs autour de la table. Parce que je crois que c'est clair, il ne peut pas y avoir de solution au problème du revenu, notamment des agriculteurs, de la valorisation de leur production, sans s'attaquer à l'ensemble des maillons de la chaîne en toute responsabilité. Et effectivement, moi je considère que les annonces aujourd'hui du président de la République vont dans le bon sens. Il faut effectivement en finir avec ce dogme du prix bas en agriculture et dans l'alimentation, et cette guerre des prix qui s'opère au travers un certain nombre de distributeurs pour différentes raisons. Je crois que ça affaiblit bien évidemment l'agriculture, les agriculteurs depuis de nombreuses années, mais aussi les PME de la transformation, l'agroalimentaire. Donc c'est, j'allais dire, perdant pour quasiment tout le monde. Donc revenir à une juste répartition des marges permettant d'assurer le revenu des agriculteurs, d'assurer aussi le développement du tissu industriel et agroalimentaire français, tout en n'allant pas, en garantissant effectivement une alimentation de qualité, ce qu'elle est dans notre pays. Je crois que ça va dans le bon sens. Voilà. Dominique Amirault, vous dites au contraire que le relèvement du SRP, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ce n'est pas parce que l'on rehausse le prix de vente que le bénéfice sera répercuté en amont. Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais, en tant qu'entrepreneur, je représente les entrepreneurs PME, c'est-à-dire 95% des fournisseurs en nombre de la distribution. Et donc, on est très concerné par cette situation de la même manière que les agriculteurs. Le problème est mal posé. La vraie cause de la destruction de valeur, c'est bien ça dont il s'agit, puisqu'on parle de créer de la valeur et de la répartir ensuite. La vraie cause, ce n'est pas la guerre des prix. On fait une confusion entre la cause et les faits. La vraie cause, c'est le déséquilibre qu'il y a entre l'amont et l'aval. À l'aval, vous avez une centaine de grands groupes et 5 centrales d'achat. Et à l'amont, vous avez 500 000 paysans et 15 à 20 000 PME. Et bien entendu, il y a un déséquilibre là. Et le vrai défi, c'est de rééquilibrer les relations commerciales. Et à ce moment-là, il y aura un juste prix. Donc, à partir du moment où on fait un SRP, ça veut dire qu'on veut augmenter le prix minimal auprès du consommateur. C'est plutôt de nature inflationniste, c'est de l'économie administrée. Ça va donner moins d'accès d'ailleurs aux PME auprès des distributeurs. Mais ça va accroître les marges, effectivement, à l'aval, concentré. Mais en rien, ça ne garantit que l'ascenseur sera renvoyé à l'amont auprès des agriculteurs et des PME. Et c'est ça le vrai problème. Or, on a une vraie solution. C'est le tarif.
Depuis 10 ans, le tarif qui reprend les coûts que nous avons à l'amont, on n'arrive pas à le passer à l'aval. Et si on passait le tarif à l'aval, bien entendu, on répercuterait la valeur à l'amont. Et là, cette solution, on ne la porte pas. On met un emplâtre sur une jambe de bois sur le prix de vente consommateur et on ne traite pas le problème de la relation entre l'amont et l'aval concentré. Alors Dominique Amirault, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron parce qu'il vient justement de s'expliquer depuis le marché international de Rungis. On l'écoute. Je souhaite que nous puissions acter, à la lumière de vos travaux, quelques décisions concrètes. La première, c'est la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre, à mes yeux, fondamental. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Les négociations commencent dans quelques semaines et je souhaite à cet égard un engagement clair de toutes les parties prenantes en ce sens auprès des ministres et sans attendre la loi. Ce qui veut dire que la proposition que vous venez d'énoncer est retenue, elle sera traduite dans la loi, les prix seront construits à partir des coûts de production et que je souhaite que les négociations commerciales qui commencent dès novembre puissent refléter l'esprit de la loi à venir et faire l'objet d'un engagement de toutes les parties à ces négociations sous l'autorité des ministres. José Ampalache, on vient d'entendre le chef de l'État qui plaide pour une contractualisation rénovée qui doit partir des agriculteurs. Oui, alors l'idée de partir du coût de production est certainement une bonne idée. Faire un contrat inversé est certainement potentiellement très dangereux, parce que le contrat, c'est entre deux parties, et le producteur, il pourra bien proposer un contrat si l'acheteur, il veut pas l'acheter, parce qu'il va être éloigné de son circuit de collecte ou autre, et c'est quand même très dangereux, ce système-là. Que ça passe par un renforcement des OP, moi je voulais en revenir un peu sur le rôle des organisations de producteurs. Je dirais que les organisations de producteurs, il y a les formes de coopératives qui sont les formes les plus abouties d'organisations de producteurs. Et si elles fonctionnaient, ça se saurait, et elles pratiqueraient des prix différents. Je crois que les organisations de producteurs ne sont comme elles sont au jour d'aujourd'hui, et on voit mal s'il n'y a pas de revoir complètement notre production, notre vision de la production. Rappeler quand même qu'on est sur ces... Elles sont prêtes, ces organisations professionnelles, justement, à être réorganisées, selon vous, José Ampalache? Elles sont prêtes, je ne sais pas si elles sont prêtes, et je ne vois pas quel rôle elles pourront avoir sur la problématique de la fixation du prix. Si on n'arrive pas à vraiment différencier ce qui va sur la valorisation sur le marché intérieur de ce qui part sur le marché mondial, et on peut bien comprendre aussi que la grande distribution, elle ne veut pas servir d'amortisseur sur la volonté d'être sur le marché mondial, qui est un marché qui est difficile à contrôler. Je crois que là aussi, il y a certainement à faire avec la grande distribution, je dirais, de bien... clarifier au niveau des productions celles qui vont sur le marché intérieur et celles qui partent à l'international. Certainement, il va y avoir deux prix. Et puis il y a quand même quelque chose, c'est l'occupation du territoire. Ça n'a pas été évoqué dans ces états généraux. Je crois que là, il y a quand même aussi le rôle que peuvent jouer le maintien des paysages sur les territoires. Franck Menonville, sénateur RDSE de la Meuse, vous-même agriculteur d'ailleurs. On sait qu'il y a aussi Michel-Édouard Leclerc qui a ce credo du prix toujours le moins cher. Est-ce que vous pensez que c'est compatible aujourd'hui avec le maintien d'une agriculture en France et est-ce qu'il peut s'intégrer dans ce nouvel paradigme, qu'appelle de ses voeux le chef de l'État? Non, effectivement, moi je pense que la position de Michel-Édouard Leclerc, qui est le soi-disant défenseur du pouvoir d'achat des consommateurs, il est surtout le défendeur de ses propres marges et du propre intérêt de son groupe. Je pense que et ça se fait très souvent, ça se fait sans doute trop souvent au détriment à la fois du producteur et aussi des transformateurs de la filière. Donc moi je pense qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres, il faut seulement essayer de travailler sur tous les maillons de la chaîne pour trouver une notion d'équilibre, de contractualisation et de données gagnantes sur l'ensemble de la filière. Et je pense que je suis tout à fait en accord avec mon voisin sénateur de Bretagne. Une des causes aussi de et le président Macron l'évoque, c'est le déséquilibre aussi de l'organisation des producteurs. Je pense qu'il faut une organisation plus aboutie des producteurs au travers leur coopérative, mais aussi
des organisations de producteurs permettant de... Il faut se regrouper pour peser dans les Voilà, discussions pour pouvoir peser avec face la grande à des distribution. centrales d'achat qui Oui. sont très regroupées et donc avec des rapports de force complètement déséquilibrés. Et bon, une bonne négociation, moi je le dis, j'oppose personne. C'est une négociation gagnant-gagnant, donc équilibrée. Yannick Botrel, je voudrais vous entendre sur un point, puisque l'Élysée assume eh bien, que ces nouvelles mesures vont entraîner une inflation sur les prix pour les consommateurs. Alors ça, c'est une question absolument difficile parce qu'il n'est pas impossible, en effet, qu'il y ait quelque part un rattrapage sur des prix qui sont extrêmement bas, parce qu'il faut bien observer que depuis de nombreuses décennies, la part de l'alimentation dans le budget des ménages est en décroissance constante. Et on s'est habitué à des prix bas tout en réclamant de la qualité, tout en réclamant que les territoires vivent, tout en réclamant que les entreprises puissent continuer à travailler et payer leurs salariés, et, voilà, et faire des marges, investir, etc. Donc il y a un moment où on est face à une sorte de contradiction. Alors même si les prix devaient augmenter un peu, parce que je ne pense pas que ce soit dans des proportions importantes, parce que nous avons une agriculture compétitive, bon, après tout, s'il faut en passer par là, ça n'est pas anormal. Il y a un moment aussi, il faut dire que C'est les la choses... responsabilité aussi du consommateur, le maintien de cette C'est agriculture. citoyen aussi. On est Ouais. consommateur, mais on est aussi citoyen. Ouais. Dominique Amirault, peut-être. Oui, sur ce point, je trouve que, inévitablement, à partir où le seuil de revente à perte est augmenté, inévitablement, ça va provoquer une hausse de prix. Principalement, d'ailleurs, des grandes marques. Mais la question, c'est que ça va entraîner une amélioration des marges à l'aval. Le problème, c'est que, effectivement, c'est le consommateur qui va devoir payer. Il est certain que ça va provoquer sur ces produits une augmentation autour de 5% lissée dans le temps, c'est vrai, mais c'est certainement ce que dit Michel-Édouard Leclerc est certainement juste, même si c'était exagéré. Donc, il faut certainement passer par là, mais le vrai problème qui va rester constant, tant qu'on ne pourra pas imposer de façon obligatoire nos tarifs aux distributeurs, on n'arrivera pas à répercuter ce qui a été emmagasiné à l'aval pour qu'on puisse améliorer la rémunération de ceux qui sont en amont. Et ça, c'est mathématique. Donc, on a la solution en main et c'est d'esprit contractuel. Moi, je vais vous donner un exemple. Depuis 2012, on a développé la contractualisation avec la grande distribution. On a fait 15 accords. On a développé des relations commerciales différenciées aux PME, parce que ce n'est pas la même chose que de négocier avec des grands groupes, et on les a fait de façon collaborative. Eh bien, au début, depuis la loi, la LME, on perdait des parts de marché. Depuis 2012, on a regagné en parts de marché. Et aujourd'hui, 80% de la croissance des ventes de la distribution provient des PME. Donc, le collaboratif, le contractuel, ça marche. Et effectivement, on en a fait la preuve. Appuyons-nous sur des expériences pratiques plutôt que de partir sur des grandes théories inutiles. On l'a fait, ça marche. Vous êtes peut-être un peu plus sceptique. Est-ce que vous dites que ça a été biaisé dès le début? Non, je crois... Non, pas sceptique sur le fait que les États généraux, il faut voir les conclusions qui vont sortir. Bon, la première, là, qu'on a vue tout à l'heure, n'est pas spécialement réjouissante. Non, mais sur ces États généraux, je crois que ça a été l'occasion de réunir dans un cadre un peu différent, de différents intervenants des différentes filières, des différents circuits de distribution. Je pense que c'est intéressant. Moi qui suis la filière laitière depuis très longtemps, que ce soit au niveau de France Agrimaire ou même de l'interprofession, on nous a toujours parlé que de marché mondial. Et là, on n'a parlé que du marché intérieur. Et là aussi, je crois que c'est une des causes des gros problèmes qu'il y a dans l'agriculture aujourd'hui française, c'est qu'il y a eu cette agriculture qui a été co-gérée pendant très longtemps par la FNSEA seulement, et qui était sur une vocation exportatrice de l'Europe. Et que le marché intérieur, on ne s'en préoccupait pas. Et d'ailleurs, la fixation du prix du lait, aujourd'hui, elle est encore sur les bases de 96, des fameux accords Le Métayer. Et on était encore sur ces bases-là, de voir que c'était les cours mondiaux qui fixaient le prix du lait producteur, et que le marché intérieur, on s'en préoccupait très peu. Il faut savoir quand même que le marché intérieur, sur la production laitière, c'est quand même 70% de la production qui revient sur le marché intérieur. C'est quand même le marché majeur, et c'est pas le marché mondial qui représente moins de 10%. Franck Menonville, on arrive bientôt au terme de ce débat. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle manière de prendre en compte le coût de production va enfin permettre d'éviter les crises extrêmes qu'on a pu connaître ces derniers temps? Je pense que ça n'évitera pas toutes les crises, mais je pense que ça peut être aussi un amortisseur sur un certain nombre notamment correspondant aux débouchés intérieurs et un certain nombre de produits transformés, un amortisseur des cours et de la volatilité actuelle. Mais comme l'a dit Michel Raison, je partage d'ailleurs l'essentiel de ses propos. Il y a aussi effectivement des cours mondiaux sur un certain nombre de matières premières. Et c'est tout cela qu'il faut construire. C'est effectivement l'interaction entre
effectivement Ces cours mondiaux qui sont d'une cours extrême mondiaux, volatilité. mais aussi des marchés intérieurs qu'il nous faut mieux équilibrer, mieux valoriser. Et c'est tout cela qui constituera le revenu des agriculteurs. Et moi, je le lis vraiment, revenu des agriculteurs, mais aussi développement économique de l'ensemble de la filière au travers la transformation, l'agroalimentaire. Le label France est vraiment un label qui pèse et je pense que ça doit être aussi un levier de notre économie au travers l'agriculture, la transformation, l'agroalimentaire. Yannick Botrel, justement, comment on évite d'être confronté à ces cours mondiaux, on le disait, d'une extrême volatilité? Ah ben écoutez, j'ai évoqué le mot résilience des exploitations en tout début de mon propos. En réalité, on voit bien que le coût moyen de production, c'est un coût indicatif. Quand on nous disait qu'il fallait 340 € des 1000 litres de lait au cœur de la crise, il y a des gens à 340 € qui s'en sortaient pas. C'est sûr. Il y en a d'autres qui, à 280, gagnaient plus leur vie, mais enfin, ne creusaient pas le trou. Donc on voit bien qu'il y a une très grande disparité. Donc les cours mondiaux, si on prend par exemple le soja qui arrive par bateau entier au port de Lorient, il faudrait peut-être qu'on apprenne aussi à s'en passer et donc travailler sur le mode de production dans les exploitations en élevage en particulier. Peut-être avec vous, Dominique. Oui, seulement Amiro. pour compléter, c'est qu'il faut tenir compte des coûts et des cours agricoles. Il faut tenir compte des deux pour définir des indices sur lesquels il puisse y avoir un accord contractuel, notamment dans le cadre d'interprofessions longues, c'est-à-dire y compris les clients de la distribution, qui ne sont pas toujours dans les interprofessions. Il faut que tout le monde soit là, on s'entend sur des cours, et à ce moment-là, on peut fonder nos tarifs sur ces cours-là, et ça, on a tous les mécanismes pour le faire. C'est une question d'état d'esprit, on a tout pour le faire. Moi, je pense que c'est simple, c'est contractuel. On n'attend rien de l'État, c'est à nous de nous débrouiller. Mais il faut qu'on soit dans de bonnes conditions.